Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçon de morale, chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. Hello hello, on est dimanche et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Tom qui nous vient tout droit de Lille. Salut Enzo et salut à tous. Trop cool, merci beaucoup Tom d'avoir fait le déplacement. Comme je dis du coup on enregistre un dimanche. Petite péripétie aussi là qu'on va pouvoir raconter d'entrée parce qu'on enregistre du coup dans les bureaux de la boîte chez qui se bosse, donc WeHelp, dans le 15e arrondissement. Et ce matin, quand on se pointe devant les grilles, et ben en fait je savais pas parce que même si j'aime bien bosser pour WeHelp, je viens pas le dimanche d'habitude. Et ben du coup tout était fermé, c'était fabuleux avec le matos qui était dedans parce qu'on a enregistré hier aussi. Donc heureusement qu'on a trouvé un gentil cycliste qui nous a fait passer par le garage à vélo. La magie du timing. Magnifique, Ouais. C'est exactement ça, la magie du timing. Moi comme un salaud, j'avais 10 minutes de retard, et ben ces 10 minutes, elles ont été bénéfiques. C'est clair. Et donc on est là. Trop C'est cool nickel, Tom. ouais. Merci Franchement, pour l'invitation. Ouais. Bah avec grand plaisir. Merci à toi d'être venu, d'avoir fait le déplacement encore une fois. On va rentrer tout de suite dans le vif comme d'hab. Tom, est-ce que tu peux te présenter du coup pour les gens qui écoutent ? Donc je m'appelle Tom, j'ai 27 ans, je suis originaire du Nord et je suis photographe à mon compte depuis 2 mois, tout début juillet en fait. Et voilà, donc j'essaie de développer l'activité dans tout ce qui est photo-portrait surtout. Je fais des séances bébés, j'aimerais découvrir le mariage aussi, séances de couple. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé ma passion pour vivre de mon rêve. Ouais. Trop stylé. Tom, 27 ans, photographe. C'est ça. S'il y en a qui écoutent, on va mettre le petit lien de Tom de façon à la fin. Si vous avez besoin de séances photo, vous Envoyez savez un vers qui vous message, tournez. ouais. Grave. Trop cool. Tom, aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu peux nous définir l'échec ? Comment tu vois l'échec, toi, aujourd'hui ? Alors pour moi, l'échec, c'est comment dire, tu te fixes un objectif en fait et tu ne l'atteins pas. Donc peut-être parce que tu as visé trop haut ou parce que cet objectif te correspondait pas. Mais j'aime bien voir l'échec aussi comme une médaille en fait. T'as vraiment le côté de l'échec, sauf que derrière chaque échec, t'as forcément le côté bénéfique de l'échec que tu t'es pris en pleine tête. Donc on en parlera dans le podcast, mais je pense que c'est ça, ouais. Tu te fixes un objectif que tu n'atteins pas. Après, c'est soit tu es déstabilisé et tu perds un peu pied, soit tu te remets en question, tu prends le recul et c'est là où tu rebondis en fait. Très cool. J'aime bien cette image de la médaille, clairement, avec les deux faces. Très cool. Ok. Bah écoute, parfait Tom. Aujourd'hui, ce qui t'amène, c'est quelque chose pareil dont on n'a pas encore parlé dans Phoenix, donc ça me fait encore plus plaisir que tu aies fait le déplacement pour parler de ça, parce que c'est des choses qui malheureusement touchent aussi beaucoup de gens. Et là, quand on te voit, t'as un mec hyper souriant, donc on voit que on arrive à relever ce genre de difficultés. Toi, ce qui s'est passé du coup il y a 2 ans, et puis après je vais te laisser enchaîner donc sur nous contextualiser un petit peu tout ça. Il y a 2 ans, donc en août 2018, t'as perdu ton papa. Donc, c'est ça, ouais. Et ça a entraîné donc plein de choses depuis 2 ans qui font que t'es là aujourd'hui. C'est ça. Après, ouais, il est décédé, mais c'est aussi le côté inattendu. Parce qu'il avait que 59 ans. Donc 59 ans, c'est très très jeune quand même. Il était à 2 ans de la retraite. Donc, donc pour remettre tout dans le contexte, j'étais dessinateur 3D dans l'aéronautique à Châteauroux depuis mars 2017. Et début d'année 2018, je sentais qu'au boulot, il y avait un peu une période de creux en fait. Je me sentais moins bien, l'environnement ne me plaisait toujours pas, l'environnement, la région. En point positif, il y avait l'équipe et le boulot qui étaient très intéressants, mais je sentais vraiment qu'il y avait un vide. Et donc le début d'année passe tranquillement, donc là on est au mois de mai. J'appelle mon père pour lui dire que je souhaite quitter mon job et partir au bout du monde, donc en Nouvelle-Zélande, et en même temps me lancer à mon compte. Parce que je voulais déjà être photographe il y a une dizaine d'années. J'ai été recalé par l'éducation nationale pour faire large, parce que j'avais un dossier pas assez bon. J'avais 11-12 de moyenne, fallait 14-15, et j'avais pas trouvé de patron pour l'alternance. Donc je me suis dit, le rêve, on le met de côté, on fait une croix dessus. Sauf que là, comme au boulot ça allait pas forcément,
c'est remonté un peu à la surface. Cette envie de voyager, de voir autre chose que la France et Châteauroux. J'appelle mon père et je lui dis, donc je lui explique tout ça. Il me dit, je comprends pas pourquoi tu veux faire ça, mais si c'est ton rêve, fais-le. Donc ça m'a quand même assez surpris, surtout venant de lui qui est très anxieux aussi dès qu'il y a un petit changement dans sa vie, même pour ses enfants. Donc j'ai gardé ça en tête et donc juin, juillet passe, août, c'était le 5 août, je reçois un coup de fil de ma sœur qui m'appelle en pleurant et qui me dit papa c'est fini. Et la seule chose que j'ai trouvé à lui dire, j'en rigole mais c'est une blague. Donc j'entends ma sœur pleurer qui me dit ça et le seul truc que je pense à dire c'est une blague. Donc là elle leur dit une fois non c'est vraiment fini et là en fait tout s'effondre. Tout s'effondre parce que je l'avais vu 3 semaines avant, il se portait très bien. Il avait fait une cure de désintox 3 mois avant, chose qu'il avait toujours refusée. Et en fait, le psychologique était soigné, je pense, sauf que dans son corps, en fait, les organes et tout, c'était fini. Donc, tu encaisses ça comme tu peux. Et je suis retourné au boulot 10 jours après. Donc, heureusement que l'équipe était vraiment au top parce que le matin, j'avais pas la boule au ventre. J'étais même très content d'aller bosser. Et c'est début septembre ou mi-septembre, je tombe sur le film Génération Tour du Monde d'Ecofloc. Et ils avaient interviewé plusieurs types de personnes. Donc il y avait un célibataire, une célibataire, une famille, des couples, etc. Je regarde ça et là je prends une claque. Et là je me dis mais c'est pas possible. Je suis obligé de faire ce voyage en fait. Pour moi déjà, parce que c'est une expérience de ouf. Et pour mon père. Et c'est là où la phrase « Je comprends pas pourquoi tu fais ça, mais si c'est ton rêve, fais-le ». Elle revient à la surface, là, direct. Elle revient à la surface direct et donc t'as le décès qui te percute dans un sens et t'as cette phrase-là qui te percute dans l'autre. Limite, je vois un peu l'image de ma sœur m'annonce que mon père est décédé, tu descends mais 6 pieds sous terre, tu te remémores cette phrase et tu remontes à la surface en fait. Ça a été le moment du rebond à ce moment-là. Ouais. Ton papa, il est décédé de quoi ? Il était alcoolique depuis au moins 10 ans, parce que je m'en suis rendu compte à mes 15 ans. Et on suppose que c'était je crois que c'est une cirrhose. Ouais. C'est ça. On suppose que c'est ça, ouais, parce que le beau-père de ma sœur était médecin. Et donc ma sœur lui a décrit les symptômes, etc., ce qui s'était passé. Donc on pense que c'est ça. D'accord. Donc on ne le saura jamais vraiment, mais ce serait étonnant que ce soit autre chose. Ouais. D'où le côté un peu imprévisible qui te tombe dessus, comme tu dis, même si ça faisait 3 semaines ou un mois qu'il était parti en cure, mais tu t'attendais il l'avait fait en avril-mai ou mars-avril. D'accord. On avait fait l'anniversaire de mes neveux je m'en souviens vraiment, c'était le week-end du 20, 21 ou 21-22 juillet. Et le 5 août, et je l'avais eu au téléphone la veille. C'est assez drôle parce que je dis, c'est le seul moment où je suis content d'avoir pris un PV parce qu'il m'appelle pour me dire que j'avais pris une prune. Donc si je n'avais pas pris cette prune-là, je ne l'aurais pas eu au téléphone. Donc c'est là où il y a le côté négatif de la prune. Mais quand tu regardes un peu, quand tu fais comment dire ? T'as pu lui parler, quoi, à ce moment-là. C'est ça, ouais. Ok. Et donc tu dis que l'élément déclencheur, ça a été quoi ? Si on peut juste un petit peu parler de ce mois de transition avant cet élément déclencheur. Donc tu dis donc ce documentaire et cette phrase mémorable qui se revient à la tête donc, de ton père. Ce mois et demi, donc tu dis que c'était mi-septembre. Ouais, il est décédé le 5. Je me souviens, on avait un rendez-vous chez le notaire le 24 août et je crois que le film c'était un mois vraiment quasiment jour pour jour après. Donc fin septembre, on va dire. T'étais en vacances, t'avais pris des jours off un peu pendant ce mois et demi, 2 mois là J'avais pris une semaine off en juin, donc quand il allait encore très bien. Et j'avais posé, quand tu perds un parent, t'as le droit à 3 jours, je crois, de congé. Et après, j'ai pris des jours dont j'avais mis de côté pour ça. À la base, j'avais pris donc 3 jours offerts plus 2, mais ça allait vraiment pas et je me voyais pas reprendre le boulot, donc j'ai repris 3 jours. Et après, je suis retourné au boulot et là, tu fais ce que tu peux en fait. Ouais. J'arrivais au boulot, j'avais plus envie de dire des conneries avec les collègues que bosser. D'un côté, c'est bien parce que c'était le mois d'août, donc au niveau des commandes, etc., c'est assez calme. Et ça commençait un peu à rebooster un peu début septembre. Donc là, c'était encore compliqué, mais j'arrivais un peu à faire la séparation entre le boulot et le perso. Tes collègues avec toi, ils savaient du coup, enfin pas tous peut-être. Ouais, si, parce que ma sœur m'a appelé et après j'ai appelé toute l'équipe. Et
c'est là où je vois que j'avais vraiment une équipe en or parce que j'appelle un collègue qui m'avait boosté pour faire la Nouvelle-Zélande. Je lui dis, tu préviendras notre N+2 parce que mon N+1 était en vacances. J'arriverai peut-être en retard. Je viens de perdre mon père et peut-être que, je vais passer une sale nuit, clairement, je vais peut-être pas dormir. Donc j'arriverai en retard. Et là, il me dit, coucou Jérôme, il me dit, en fait, non, tu viens pas. Tu remontes à Lille, peut-être pas aujourd'hui parce que c'est pas bon, mais tu remontes dès que tu peux, en fait, et reviens pas au boulot. Et j'appelle mon chef, qui était en vacances, et donc je lui explique et tout. Et il me dit, si tu veux venir à la maison, tu viens. Je t'invite et tu passes la soirée, tu peux dormir et tout, tranquille. Je lui dis, ouais, je verrai, mais je pense que je vais rester tout seul. Je raccroche, j'appelle tout le reste de l'équipe, on était 4-5. Et comment dire, il m'envoie un message, je reçois un message pendant tous les appels que je passe, il me dit, mais en fait, non, viens. Viens parce que, il me l'a dit clairement, j'ai pas envie de... Je crois que c'était ça, j'ai pas envie que tu restes tout seul, viens, et puis tu passes la soirée et tu dors à la maison. Et chose qui m'a vraiment surprise, donc je suis arrivé aux alentours de 20h, 20h30, on s'est couché à 1h du mat, pas une fois, il m'a parlé de mon père. Mm-hmm. Et c'est là où je vois que c'est limite beau, parce qu'il aurait pu m'inciter un peu à en parler pour que je sorte le truc, en fait. Mais non. C'était trop frais encore, il voulait surtout que tu t'évades ton esprit et que tu penses à autre chose. Donc, si tu avais besoin d'en parler, il était là avec c'est ça, ouais. Je pense qu'il me laissait venir si j'avais besoin d'en parler. Mais le fait qu'il y ait sa femme, qu'il y ait ses enfants aussi, je pense que pendant le temps de la soirée, ça m'a fait du bien. Même si après, j'ai passé une nuit de merde. Et après, il y avait les funérailles, ça s'est fait en 2 fois. Le jeudi, au niveau de la cérémonie, donc avec tous les pompiers et tout. Donc la grosse dose d'émotion avec les camions, les gyrophares, l'aide d'honneur. L'aide d'honneur, je l'ai su après coup. Le lendemain, c'était on va au cimetière. Et c'est là où je commence un peu à interpréter les signes. Vendredi, il faisait un temps de merde, mais vraiment la pluie, mais comme pas possible. Et on avait rendez-vous à 11h30 pour le début de la cérémonie. Il pleut et vraiment un temps pourri. À 11h30, il arrête de pleuvoir. On fait la cérémonie, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, peut-être un peu plus. On quitte le cimetière, gros soleil. Et là, je vois ma sœur, je dis, mais c'est papa en fait. Normal. Le signe là, qui trompe pas, du coup. Ton papa, il faisait quoi? Tu parlais du coup de son métier, tu parlais d'une aide d'honneur, du coup? Ah, il était pompier. Ah, il était pompier. Ouais. Ok, d'accord. Et en fait, nous, on est arrivé un peu en avance et je pensais pas qu'on allait être autant en fait. Ouais. Je pensais qu'il allait avoir la famille, quelques collègues proches. Et non, je pense, des fois, j'essaie de me revisualiser pas forcément la cérémonie, mais vraiment à peu près le nombre de personnes qu'il y avait. Je pense qu'on était une bonne 60aine, 70. Et donc j'étais à la fenêtre, j'étais en larmes, et je voyais les voitures de service arriver, les gens en tenue d'intervention en fait, la bleu marine avec la bande argentée au niveau du torse. Et au début, le maître de cérémonie fait rentrer les enfants avec les compagnons, le reste de la famille, les proches et les collègues. Donc nous on rentre, et là les collègues, ils rentrent un par un en file indienne à faire le signe qu'on voit un peu chez les militaires, par exemple au 14 juillet, avec la main au niveau du crâne, enfin de la tempe, et un par un. Et c'était tellement long que la musique d'entrée, on l'a mise 2 fois. Ok. Et là je me dis, putain. Enfin, je suis vulgaire, mais putain. Ouais. Il y a de quoi de vulgaire, là, clairement. Et, magnifique symbole. Et après, moi, j'avais demandé à voir l'équipe d'intervention. Sur le moment, je savais pas pourquoi, mais je le sentais. Et c'est aussi à partir de là où l'intuition s'est renforcée et où j'y prêtais plus attention. Et ça a été accepté par le chef de mon père qu'on puisse voir l'équipe d'intervention, qui aurait pu refuser aussi de voir les enfants d'une victime. Et on arrive, c'était pas loin de chez mon père en plus. Ma sœur me dit, au fait, je t'ai pas dit, mais le maître de cérémonie m'a dit qu'ils avaient fait une aide d'honneur pour papa. Et là, je m'effondre sur le parking. Donc forcément, la aide d'honneur, c'est quand même un symbole. Moi, je vois souvent la aide d'honneur au rugby. Vraiment plein d'humilité, de respect, etc. Et donc on rentre dans la caserne pour prendre... Moi, je voulais juste les voir à la base. On rentre dans la caserne, ils avaient préparé l'apéro et tout. Je fais, ok, on va pas y passer 5 minutes. Donc c'était cool. Et t'avais une partie de l'équipe qui était en intervention, dont la personne qui avait fait le massage cardiaque pendant... C'est peut-être pas lui qui l'a fait pendant 1 heure, mais ils sont relayés pendant 1 heure.
Et il arrive au milieu de l'apéro, ma sœur me regarde, elle le regarde, elle me dit bah c'est lui. Et là pareil, je m'effondre. J'avais besoin de le voir en fait. Et je pense que tout ça, je ne comprenais pas forcément pourquoi j'avais besoin de tout ça, mais je pense que c'est avec ça que j'ai pu reconstruire une base plus solide en fait. T'avais besoin de répondre à ces questions-là, Ouais. et tu l'as fait du coup pendant ces semaines. À côté de ça, du coup, donc tu t'étais revenu à Lille, après t'es reparti bosser quand même, tu disais, donc à Châteauroux. Ouais, bah je suis remonté, je me souviens des dates, hein, je suis remonté le 6, Ouais. et je suis revenu le mercredi suivant, donc pas le 8, mais le mercredi suivant. J'ai D'accord. passé 4 jours chez mon collègue qui m'avait fortement conseillé de remonter, et je suis revenu chez moi, à mon appart, le dimanche du coup. Ok. Et là, du coup, t'étais encore une fois entouré, donc t'as tes collègues de taf, là t'as l'air d'en parler, c'était Ouais. des super personnes du coup Des qui t'ont pépites, beaucoup ouais, soutenu, ouais. mais t'es pas dans ta région natale, j'ai envie de dire, donc t'avais Ouais. quand même des potes, t'avais copine, t'avais quelqu'un à Non. l'époque pour qui partager du coup Non, tout ça. j'avais les collègues, j'avais la famille forcément, mais j'essayais de voir le côté... Mais à distance, du coup, la Ouais, famille. j'essayais de voir le côté, on le voit pas, mais je fais des guillemets positifs. Mhm. Mais je me dis que par exemple pour ma sœur et mon frère, c'était plus compliqué parce qu'ils avaient des enfants en bas âge. Donc moi, je pouvais me mettre dans ma bulle, je pouvais pleurer tranquillement, je pouvais faire ce que je voulais. Si je voulais pleurer 3 heures, je pleurais 3 heures. J'avais personne à charge en fait, mis à part moi. Et je pense que ça, c'était... Je me pose encore la question, hein, comment j'ai réussi à rebondir aussi vite et même aussi haut en fait. Et tu faisais d'autres choses du coup à côté pour t'occuper l'esprit, comme a pu faire donc du coup ton boss qui t'a fait venir pour un peu te changer les idées. Tu faisais, je sais pas, du sport, tu faisais du dessin, tu dessinais du coup beaucoup, tu faisais de la photo, tu faisais quoi du coup? Je faisais mon collègue chez qui j'avais dormi là, il m'invitait plusieurs fois au futsal. Donc ça c'était avec ses collègues, ce qui était en prestation, donc on voyait ses collègues aussi. Donc il y avait ça. Mais après non, c'était beaucoup de séries, beaucoup de films. C'était un peu beaucoup de lecture aussi. C'était un peu mon moment à moi en fait. Donc tu restais vraiment chez toi. Ouais, et je pense que le fait que ce soit aussi les beaux jours, enfin mine de rien le soleil, ça joue beaucoup. Parce que si j'avais vécu ça plein mois de janvier sous la pluie et tout, ça aurait pas mis un mois en fait pour rebondir. Pas le même facteur, clairement. Ouais. Tu sortais quand même, donc tu prenais le soleil. T'étais pas enfermé chez toi toute la journée. Je rentrais pas du bureau, je fermais les volets et tout. Non, j'avais un petit parc à 500 mètres de chez moi, j'y allais un peu. Tu t'évadais. Ouais, j'appelais beaucoup plus souvent mes proches forcément. Mais puis j'allais voir aussi un peu ma cousine qui était au Mans. Et voilà, j'ai essayé de faire... J'ai réussi à lâcher prise en fait, à pas culpabiliser de ne rien faire ou de passer tout un samedi devant la télé, même s'il faisait beau. Je voulais juste m'écouter. Et t'as fait ton deuil du coup un peu tout seul quoi. Ouais, j'ai souvent eu la sensation d'avoir fait le deuil et de le finir, mais on en parlera après dans le voyage, mais j'ai eu c'est un peu 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais en faisant 2 pas en avant, 1 en arrière, t'as quand même avancé d'1 pas. Donc j'essaie vraiment de toujours voir le positif pour m'aider à avancer, en fait, à me raccrocher même à des trucs débiles. Mais au moment où j'y pensais, ça m'aidait et c'est vraiment ça qui compte, quoi. Trop bien. On va enchaîner du coup sur ça parce que là, donc c'est la partie donc très compliquée. On a entendu le moment du rebond, donc quand tu regardes ce documentaire et la phrase de ton père qui te revient, et donc derrière, donc tu te dis ok, maintenant je pars. Pas tout de suite. Je me suis dit même quand j'avais appelé mon père, je lui ai dit j'aimerais bien partir fin 2019. Ça me laissait 1 an pour économiser et tout. C'était nickel. Et là, il y a eu j'hésitais à revenir sur l'île en fait, pour me rapprocher de mes proches. Donc soit je revenais sur l'île, soit je me rapprochais de Toulouse parce que mon boss, l'entreprise qui me payait, était sur Toulouse. Et Châteauroux, c'était le client. Donc soit me rapprocher de Toulouse ou de Bordeaux. Et mon manager m'a pas forcé en fait. J'ai coupé un peu court entre guillemets à la discussion. Il m'a dit de toute façon je comprends, tu fais ce que tu veux, tu prends le temps que tu veux. Si tu veux quitter la boîte de Presta pour retourner sur l'île, rentre sur l'île, je le comprendrai. Et petit à petit, ça fait le chemin dans ma tête et j'ai fait ma demande de visa fin juin 2019. Parce que début 2019, on vend la maison de mon père, début janvier. 3 mois après, c'est signé et on touche l'argent début juin. En fait, à partir de début juin, c'est là où tout s'est accéléré. Début juin, j'ai acheté mon matos photo. Fin juin, je fais la demande. Je m'en souviens, j'allais partir au Portugal, je fais la demande de visa. J'ai la réponse en étant au Portugal. Mi-juillet, je dépose ma DEM,
qui est forcément accepté. Enfin, j'ai essayé de faire une rupture conventionnelle qui a été gentiment refusée. Avec le recul, je peux comprendre aussi, même si sur le coup, ça fait clairement chier. Clairement. Mais j'avais aussi ce matelas de la vente de la maison. Je pense qu'il m'a servi vraiment de déclic. Et donc voilà. Et ce qui est drôle, c'est que donc mi-juillet, dépose de démission. Une semaine après, j'achète mes billets et je décolle le 27 octobre. 27 octobre, tu décolles du coup pour la Nouvelle-Zélande? Même pas, je fais Hong Kong avant pour aller au Japon. Passer 15 jours, je reviens à Hong Kong pour repartir à Auckland. Et donc en Nouvelle-Zélande. Et pendant le mois d'août, j'étais abonné à une newsletter de voyage en roue libre qui nous donnait l'occasion d'expliquer notre projet en fait. Et on pouvait gagner 1 heure de coaching. Je le fais parce qu'elles ont pris le temps de faire le questionnaire et j'y réponds. De toute façon, ça me prend 5-10 minutes. Ça te fait plaisir. Ça me fait plaisir, ça leur fait des réponses. J'explique mon projet, ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, c'est même pas que ça plaît pas, mais s'il y a d'autres projets encore mieux que le mien, bah c'est bien. Je reçois la réponse le lendemain de mon dernier jour. Donc il y a eu des petits soucis, mais j'ai dû quitter mon job fin août pour que ce soit officiel mi-septembre. Donc je quitte le 30 août, le vendredi. Le samedi, je reçois le mail, Tom, t'es sélectionné pour ce call d'1 heure. Je fais OK, un signe. On fait le premier call le 8 septembre. Donc le 8 revient souvent, parce que mon matos photo, je l'ai acheté le 8 juin. Mon père est mort au mois d'août, 08. Je fais le premier call coaching le 8 septembre. Et donc on fait le coaching, j'explique mon projet. Et là, elles me disent, si ça te dit, on part sur 3 mois. Et ce qu'on te demande à la fin des 3 mois, c'est un témoignage. Je fais OK, c'est cool. Et niveau financier, c'est gratuit. On te demande juste un témoignage à la fin des 3 mois. Tout bénef. Donc j'ai dit oui. Donc elles m'ont suivi pendant toute la phase de préparation. Donc septembre, octobre. Je me souviens avoir fait des calls dans des auberges de jeunesse à Tokyo. Donc jusqu'à Auckland. Donc elle t'aide à préparer ton voyage, c'est ça? Pour que là, tu c'était partes plus dans les meilleures conditions, ou... Le voyage, c'était plus moi qui me démerdais. Là, c'était vraiment côté activité pro. Parce que là, j'étais au chômage. Et je voulais me servir de ce voyage pour vraiment réfléchir à mon activité pro. Parce que faire de la photo, c'est bien. Sauf que ta photo de voyage, portrait, architecture, et je savais pas où aller. Donc elle te coach sur ça. C'est ça, ouais. Tout ce qui est technique, elle te pose les bonnes questions. Elle répond pas à tes questions, mais elle te pose les bonnes questions pour que tu puisses répondre toi-même. Parce qu'en venant de toi-même, je pense que ça a plus d'impact. Et donc on est parti sur 3 mois. Et donc ça m'a vraiment aidé. Et du coup, pourquoi je racontais ça? J'ai perdu le fil. Tu faisais 3 mois du coup de 3 mois de coaching avec elle. Tu partais, t'étais en call avec les auberges de jeunesse. Et du coup, je partais le 27 octobre pour Hong Kong. Parce que là, j'avais appelé une agence qui me proposait des billets aller-retour avec des escales où on voulait. Et ils m'ont demandé s'il y avait un pays qui me faisait rêver. Je sais pas pourquoi l'Asie ne me fait pas rêver. J'ai répondu Japon. Parce qu'il y a peut-être ce côté hyper respectueux, hyper historique aussi. Tout ce qu'on voit à la télé. Et je leur dis Japon. Et ils me disent, ok, vous voulez aller à Tokyo ou vous voulez faire autre chose? Je connais pas le Japon. Et là, ils me disent, on peut vous faire une escale à Hong Kong pendant 4 jours. Vous allez à Tokyo, on vous propose Kyoto et vous repartez d'Osaka. Ah ouais, vous repartez à Hong Kong et après à Auckland. Je fais ok, et aller au Japon, ça me coûte combien en plus? 250 balles. Je fais ok. Tout bénef, c'est encore cadeau. une fois. Ouais. Et c'est là où, avec le recul, ça fait partie des choses que je comprends pas encore, mais avant, même aujourd'hui, je suis assez mauvais en anglais. Et les Japonais ne parlent pas anglais. Et j'avais vraiment peur, j'y ai pensé après coup, après avoir réservé les billets, forcément. J'avais vraiment peur que là-bas, ce soit pas écrit dans notre alphabet. Et je me suis dit, si c'est pas écrit dans notre alphabet et qu'ils parlent pas anglais, on va rigoler. C'est chaud. Et donc donc Hong Kong se passe pas très bien. J'ai vraiment pris une claque. Déjà au niveau de l'environnement, mais au niveau de la météo, c'est un temps très lourd, très humide. Je connaissais pas du tout. C'est ça fait vraiment fourmilière en fait. Et je me sentais vraiment, vraiment oppressé, vraiment mal à l'aise. Et donc j'y suis resté 4 jours, heureusement.
Après, je décolle pour Tokyo, où là, c'était aussi le speed pour arriver, pour prendre le bon train au bon horaire, sinon j'attends 1 heure. Et je prends donc un train, je change pour prendre un métro. Et pour moi, les métros, c'est comme en France. La plupart du temps, c'est sous terre. Donc je sors du métro et je cherche à remonter en fait. Prendre un escalier qui remonte, j'en vois pas. Je demande à 2 japonaises, évidemment, qui parlent pas anglais. Elles étaient toutes désolées et tout. Elles m'indiquent qu'une femme blanche, hasard ou pas, elle était française. Excellent. Et elle me dit, enfin, je lui demande comment on fait pour remonter. Parce que là, je suis bloqué, ça fait 5-10 minutes que je suis là, ça me gonfle un peu. Elle me dit, mais en fait, là, le métro, il est aérien. Je dis, putain. Donc en fait, il fallait chercher à descendre. Je voyais des escaliers qui descendaient. Moi, dans ma tête, on était sous terre, je voulais remonter. Ben non, on était en l'air et comme il faisait nuit, énorme. Tu voyais pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc, première péripétie. Et après, j'arrive tranquillement à l'auberge et tout. Donc, Tokyo, ça se passe très très bien. Sauf que je suis arrivé le vendredi, mais 4-5 jours après, j'ai vraiment eu un gros coup de blues. Je suis resté 1 semaine. Après, j'allais à Kyoto, où ça s'est très très bien passé aussi. Ensuite, Osaka. Mais après, Kyoto et Tokyo, c'est un peu fade en fait. Parce que Tokyo et Kyoto, c'est vraiment... Enfin, Tokyo, c'est ouf. C'est vraiment dingue. Kyoto, c'est plus nature et au niveau des monuments, etc., c'est vraiment incroyable. Osaka, c'est bien, mais ça m'a moins scotché. Ok. Et du coup, après, je repars à Hong Kong pour faire l'escale et aller à Auckland, le 18 novembre. Et donc, j'arrive tranquille en début de matinée. Je me balade dans les rues d'Auckland. Je vois un resto avec un drapeau français. Je me dis, tiens, je vais aller voir. Et j'avais dans cette optique de démarcher des Français, enfin des restos et tout, pour faire des photos. Gratos. Je passe devant, je me dis, j'y vais ou j'y vais pas. J'avais encore ce côté très stressé, très anxieux et peur d'y aller. J'ai tracé ma route, j'y suis pas allé. Je vais dans un parc, je me pose, j'écoute un podcast. J'en écoutais pas mal à ce moment-là. Et là, je me dis, mais non, c'est pas possible. Tu peux pas passer à côté de ça, et au pire, ils te disent non. Et au pire quoi, comme disait Sharon. C'est ça. Et au pire quoi. Et au pire quoi. Et ou alors, qu'est-ce qui peut m'arriver de grave si j'y vais? Et j'y vais finalement. Je rentre. Je commence à parler anglais avec un accent très français. Ouais, c'est égal, ça, tant que tu te fais comprendre. C'est ça. Je tombe sur un Français. Forcément. Après, forcément, tu peux penser qu'il y a juste le patron qui est français. Non, là, l'équipe était française. Donc, je lui explique mon projet, pourquoi je suis là, etc. Il me dit, envoie un mail au patron, tu lui expliques, et jeudi, on fait une soirée Beaujolais. Tu vas au culot, tu lui envoies un mail pour venir faire des photos. Il me dit, je dis ça, je dis rien, en souriant. Je réfléchis à ça, je repars, et je retourne à l'auberge. J'envoie un mail, je sais plus, c'était le soir, je crois, il me répond. En français, donc? Lui, il était français, ouais. Okay. Il était expatrié depuis, je sais plus, je vais dire une bêtise, mais il était expatrié, pour de bon. Et donc je lui envoie un mail en français. Il me répond et il me dit de passer mardi ou mercredi pour discuter. Donc je discute, je lui pose des questions pour m'intéresser à ce qu'il fait. Et je lui dis, apparemment, jeudi, vous avez une soirée Beaujolais. Et est-ce que je pourrais venir faire des photos? Et ensuite, je vous les donne, quoi. Il fait, on a déjà une équipe de photographes, mais tu viens, si tu fais des bonnes fins, tu fais ce que tu as à faire, en fait. Tu fais ce que tu as à faire. Si tu as du contenu à me donner, c'est bien. Si t'en as pas, c'est bien aussi, ça t'aura fait une expérience. Je fais la soirée, donc le jeudi. J'arrive, il m'a fallu bien 30 minutes, 3/4 d'heure pour me mettre dans le bain. Je me souviens, j'envoie un message à une pote en disant que je suis en panique en fait. Première expérience un peu de la photo pour toi là du coup. C'est ça, ouais. T'as sauté le pas, mais c'est ta première vraie expérience. Ouais, photo d'événement. Et je me suis toujours dit, mais en fait, avec le caractère que j'ai, très introverti, je me trouvais très timide, peu sûr de soi. En fait, la photo d'événement, c'est pas pour moi. Donc c'est une idée reçue à la con, mais j'avais ça en fait en tête. Et c'était à 18h la soirée, donc il faisait encore jour, vu que c'était l'été là-bas. Et petit à petit, forcément, la nuit tombe. Et au niveau des paramètres de réglage photo, j'étais en semi-auto, j'ai plus ce que je veux en fait. En résultat photo, j'ai pas ce que je veux. Et la seule solution, c'est de passer en manuel, chose que j'ai jamais fait. Et là, je me dis, t'as pas le choix. C'est un peu le saut dans le vide, t'es obligé de passer en manuel pour faire les photos si tu veux avoir un truc à rendre. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un switch en fait.
La panique, la peur au ventre, de côté, je passe en manuel. Et à partir de ce moment-là jusqu'à la fin, c'est là où j'ai fait les meilleures photos. De toute façon, tu te dis là, foutu pour foutu, j'ai pas le choix. Donc tu testes et là, t'as plus de stress. Tu dis de toute façon, je sais pas faire. Donc t'as plus cette crainte un peu de te dire je vais mal faire. Je l'ai jamais fait. C'est ça. Donc t'as pas forcément de un barème de comparaison. Exactement. Vu que tu l'as jamais fait. Et puis même s'il y avait aucun enjeu en fait. Mais j'avais vraiment envie de trop bien faire les choses. Beaucoup trop. Et je pense que c'est pour ça que je me suis mis de la pression. Et du coup, après, les photos lui ont plu. J'ai acheté ma voiture à ma pote à qui j'ai envoyé le message. J'ai eu la voiture le jour de Noël. Après, je suis parti en road trip un peu sur l'île du Nord en attendant de récupérer une amie au sud de l'île du Nord. Et on est parti sur l'île du Sud. Et il y a une rando. C'était au Mont Burns. Il porte bien son nom. Qui m'a fait pleurer. Pleurer de plein de choses. Pleurer de douleur parce que c'était compliqué. Psychologiquement, on pensait qu'il y avait 2 monts à passer. Sauf que quand on est arrivé au premier mont, on a vu qu'il y en avait un troisième du coup. Donc tu montes, tu te dis que tu as juste une descente, une remontée. Non, tu montes, tu redescends pour remonter, tu redescends pour remonter. Et en arrivant là-haut, c'est là où je me remémorais la phrase « Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais si c'est ton rêve, fais-le ». Et en fait, je me suis accroché à ça. Et physiquement, on en a vraiment chié. C'était très compliqué. C'était pas long. Ça devait être une rando de 3 heures. Mais c'était très compliqué. C'était éprouvant. Et une fois là-haut, j'ai craqué. Je me suis assis, j'ai posé mes fesses sur la terre. Là, c'était dégueulasse. Je vois le paysage et c'était ouf. Et je me dis, putain, t'as bien fait de... je vais être encore vulgaire de te sortir les doigts du cul parce que... Et là, tu penses à ton papa, du coup, à ce moment-là, beaucoup. Tout le temps. Ouais, toute cette traversée-là. Je lui pense souvent, à ce moment-là, tout le temps, mais je pense que ça m'a servi de... Moteur. Ouais, c'est un peu comme... Enfin, je pense que t'en as entendu parler, mais il faut trouver son pourquoi dans ce qu'on fait. Et là, dans la rando, je suis pas du tout rando à la base, mais c'était mon pourquoi. Pourquoi je le fais? Déjà pour moi, parce que c'est un pays de ouf, et c'est une expérience de dingue. Mais pourquoi je me fais mal comme ça, pour, entre guillemets, un simple paysage? Ce que je me dis, si mon père était là, qu'est-ce qu'il aurait dit? Si je ne l'avais pas fait, et je me serais dit aussi, qu'est-ce qu'il va dire s'il avait vu que je l'ai fait? Et c'est en se posant des questions, des fois je me parlais tout seul. Les gens pouvaient me voir, je pouvais paraître pour un ouf, mais c'était un peu mon moteur, ouais. Et ça l'est du coup encore aujourd'hui, j'imagine. Donc là, t'es rentré suite à tout ça, avec le Covid. Donc là, t'es revenu depuis le mois de mars, c'est ça? Depuis le mois de mars, ouais. À la base, je devais rentrer mi-mai. J'avais avancé parce que je voulais rentrer. J'avais avancé début avril. Sauf que avec la Covid, ça s'est accéléré. Je me souviens, le 17 mars, même un petit peu avant, il y a Emmanuel Macron qui annonçait que les frontières allaient être fermées. Donc 3 jours après. Donc le lundi, là, j'avais appelé l'agence chez qui j'étais passé. La cellule en France est fermée. C'est basculé chez la Suisse. Je les appelle. Ils me disent, on prend votre requête et on vous rappelle. Je fais, dans combien de temps? Dans 1 heure ou demain ou dans 3 jours? Ils me disent, on fait au plus vite, comme la cellule France est fermée, on fait au mieux, quoi. Je reçois un message, donc en pleine nuit, donc en pleine après-midi pour eux. On peut rien faire pour vous avant la semaine suivante. En fait, je pense qu'ils avaient un nombre de places attribuées à l'agence et les places étaient blindées. Et moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, encore une fois, je voulais rentrer avant le dimanche. Je me suis dit, cette semaine, il va pas se passer grand-chose de plus. Par contre, ça peut vraiment s'accélérer à partir du lundi. Donc, je me souviens, je vois ce mail-là à 3 ou 4 heures du mat. Crise de panique. Première crise de panique que je fais. J'ai vraiment du mal à respirer. J'appelle ma sœur et ma mère. Ma mère qui me dit, t'as les fonds avec la maison, avec la vente de la maison. Je fais, ouais. Achète un billet si tu veux rentrer. Ouais, n'attends pas que l'agence le fasse, du coup. C'est ça. Ouais. Et je pense que j'ai eu de la chance avec beaucoup de guillemets, parce que tous les prix des billets, ils explosaient, sauf la ligne que je devais prendre. Énorme. Souvent, les billets, ça doublait, c'était à 1500, 2000, 3000 euros. Et moi, mon billet était à 700 et quelques. Le prix classique. T'as foncé, du coup. Donc, j'ai pris mon billet, je partais le vendredi.
Et jeudi soir, j'étais à l'auberge et un peu pour me mettre dans ma bulle aussi par rapport au Covid, j'ai pris une chambre perso. Je regarde les infos. Ce soir, minuit, les frontières de la Nouvelle-Zélande se ferment. Je fais putain, elles se ferment, mais on peut sortir quand même ou pas? Donc là, je commence à flipper. Et je partais le lendemain matin. Et j'avais une hantise, c'était aussi d'être bloqué à Hong Kong. Parce que bloqué en Nouvelle-Zélande, c'est bien, parce que j'avais le PVT, je pouvais bosser. Bloqué à Hong Kong, dans une ville qui m'a bien perturbé, ça l'aurait pas fait. Et le voyage se passe très très bien. J'arrive samedi matin à Paris. Et le dimanche, je regarde un peu ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande entre en confinement le mercredi. Une semaine après, même pas. C'est pas passé loin. Et là, je me dis, t'as eu chaud aux fesses. C'est ouf. Ouais. Et te voilà là, du coup. C'est ça. Trop cool. Sacrée histoire. Sacrée histoire, Tom. Donc, t'es rentré. Et là, aujourd'hui, donc, t'essaies de développer ton activité. C'est ça, ouais. Je me suis laissé toute la période du confinement, en fait, pour bosser mes formations que j'avais en retard. Puis, bien réfléchir aussi à ça. Trouver un appart aussi. Et ça a été officiel le début juillet. Donc, ouais. Trop cool. Une année, c'est pas fini. Ouais. Les 8 premiers mois, assez ouf, ouais. Ouais, des sacrées péripéties. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup pour ce témoignage, Tom. On va enchaîner, nous, sur les habituelles questions pour la mention, avec toujours le jingle de W. Question pour la mention. Et donc, Tom, la première question, c'est quoi pour toi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie? Ça, c'est compliqué parce que j'en ai plusieurs, mais la première, c'est l'authenticité. Parce que je pense que je l'ai toujours eu, sauf que j'avais pas mis de mots dessus. Mais c'est depuis que j'ai rencontré ma copine il y a quelques mois qui m'a aidé, entre guillemets, à mettre le doigt dessus. Et c'est vrai que cette notion d'authenticité, c'est un peu ce que je veux faire dans mes photos aussi, je veux faire ressortir les émotions, mais les vraies émotions. Les vraies émotions que tu ressens vraiment avec ton cœur, avec tes tripes. Et je pense que si t'as pas ce côté authentique, tu peux ne pas réussir à les montrer ou ne pas pouvoir les montrer. Donc l'authenticité, l'humour, forcément, parce que, plus je kiffe rire et dire j'aime surtout entendre les conneries des gens, ça me fait vraiment rire. Et on se fait chier sans humour. Ouais, c'est clair. Et la dernière, je dirais l'empathie. Ça, c'est un peu le côté sensible qui parle, mais réussir à se mettre à la place des gens, essayer de comprendre au mieux leurs émotions, pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils sont énervés, etc. Plutôt, par exemple, si tu rencontres quelqu'un qui est énervé, c'est vraiment pas le bon plan de s'énerver contre lui, vaut mieux essayer de comprendre pourquoi il est énervé. Donc vraiment cette notion d'empathie, ouais. Ok, parfait. C'est des belles vertus, encore une fois. Hein. Authenticité, humour, empathie. Top, c'est validé, Tom. Prochaine question. Est-ce que tu as un livre, un film, une série, un podcast que tu aimerais partager? C'est un livre que j'ai lu il y a pas mal de temps, peut-être 3 ans, 4 ans. C'est Seper Héros, donc S-E-P-E-R Héros, de Marine Barnerias. Je sais pas si tu connais, mais... Ce qui est très drôle, c'est que Marine, c'est une connaissance de collège. Trop drôle, mais cette nana, je l'ai jamais vue depuis, je pense, 10 ans. Si elle écoute Hello Marine. Ah ouais? Ouais. Elle est partie à l'autre bout de la Terre pour écrire son livre parce qu'elle a une sclérose en plaques, c'est ça. Et elle a fait 3 pays pour travailler 3 aspects. Nouvelle-Zélande, comme par hasard, pour le corps, pour se retrouver, pour reprendre connaissance de son corps. Birmanie, pour la méditation et travailler sur son esprit. Et Mongolie, pour aller au plus profond de son âme. Et je pense que ça fait partie de ces livres qui me disent, qui m'ont fait prendre conscience que t'as aucune excuse à ne pas pouvoir voyager si t'as peur, en fait. Tu peux avoir des difficultés, elle l'a prouvé, elle l'a fait. Et peut-être qu'inconsciemment, c'est aussi ce que je voulais montrer. Que même si j'ai perdu mon père, que c'était inattendu, je voulais pas me servir de ça comme excuse pour pas y aller, en fait. Justement, je pense qu'on en revient un peu à la médaille côté négatif et positif. T'as toujours du positif et du négatif dans toutes les situations. Et faire ce voyage, en fait, c'était un peu ma manière de retourner la médaille et montrer, le côté, c'est cliché, mais le côté doré, en fait. Mm-hmm. De voir que plus ta période est compliquée, plus tes difficultés sont importantes,
plus le rebond derrière peut être important en fait. C'est ça, c'est un peu ce qu'on dit, reculer pour mieux sauter. C'est clairement. ça, ouais. Et je me suis dit régulièrement, pour me rassurer aussi, plus rapide est la chute en fait, et plus haut tu peux te relever en fait. Très beau. Ouais. Tu l'avais lu avant de partir, ça, Super Héros ? Je l'ai lu avant de partir, mais il y avait, c'était même avant d'avoir ce projet en tête en fait. Je crois que c'est vraiment le livre, il est assez énorme, je suis pas du tout lecture. Je pense que je l'ai mangé en même pas une semaine. Et je pense que ça fait partie des éléments clés qui m'ont poussé à faire ce voyage. Ouais. Très bon choix. C'est une magnifique histoire de Marine. Hein. Clairement, allez courir acheter le livre parce que elle est ouf. L'histoire, elle est magnifique. Trop bien, Tom. Dernière question. C'est quoi ton prochain objectif, même si on s'en doute bah là, c'est surtout réussir à développer mon activité. Enfin, réussir. Je vais réussir. Faut tourner en positif. Et développer aussi autour de Rennes et Nantes plutôt, pour me rapprocher de ma copine. Ok. Donc ça, c'est vraiment l'objectif moyen-long terme. Eh bah, très bien. C'est tout le mal qu'on te souhaite, Tom. Et enfin, le petit rituel de fin, toi qui as l'habitude d'écouter un peu Félix, qui fait encore plus plaisir. Est-ce que tu peux nous résumer ce qu'on s'est dit là en une phrase ? Ou deux ? Ouais, ce sera pas une phrase de moi. C'est plus une citation de Xavier Dolan, je crois. Et je me la répète souvent. C'est je crois que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Bah écoute, c'est magnifique. On va clore cette belle interview sur ça. Vraiment, merci beaucoup d'être venu, Tom. Merci à toi. Merci d'avoir pu reparler de tout ça, parce que je pense que c'est des choses qui sont assez lourdes. C'est ça. Et ton histoire, elle est vraiment belle. Et toutes ces petites péripéties que tu as pu rencontrer, à chaque fois, on voit la lumière à un moment donné qui rentre. Donc c'est beau. Franchement, merci pour ton témoignage. Pour la petite anecdote aussi, du coup, ce qui est drôle, c'est que c'est suite en fait à l'interview avec Mathilde Yogi Fit, l'épisode 10, que tu m'avais contacté du coup sur Insta, et que tout ça, ça s'est mis en place là. Bah oui, puis je t'avais demandé, est-ce que tu interviews aussi des gens entre guillemets lambda ? Et tu m'as dit, bah oui, même, clairement quoi. C'est que ça, même c'est que quasiment, ça, en fait, Phoenix, c'est presque que des gens lambda en fait. Hein. Bon, Mathilde, elle a une belle communauté sur Instagram, mais globalement, les gens qui viennent parler, c'est des gens de tous les jours. C'est un peu le des concept. Gens comme toi et moi. Exactement. C'est ça. Donc c'est trop cool. Vraiment, encore merci beaucoup, Tom. Merci à toi pour l'invitation. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Bon retour à Lille. Merci, et tout le meilleur pour les photos. Pour la suite, Merci trop beaucoup. Cool. Ciao, Tom. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. Hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi, parce que clairement le bouche-oreille, c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram, Phoenix Podcast, ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci. Et enfin, si tu l'as pas déjà fait, si tu peux juste prendre une minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.